Nous sommes en juillet 1961 dans les bureaux de Billancourt et Renault vient de commettre ce qui restera comme la plus grande humiliation commerciale de son histoire d'après-guerre. La Régie nationale, ce géant que l'État français choyait comme son enfant préféré, a décidé de fabriquer une voiture tellement dépouillée, tellement misérable, tellement désespérément pauvre que même les ouvriers qui n'avaient pas un franc de côté ont détourné le regard. 2571 exemplaires. Voilà le chiffre pathétique d'une automobile conçue pour conquérir les foules et qui n'a séduit personne, pas même ceux pour qui elle avait été pensée. Une seule couleur, un gris de deuil. Une vitesse de pointe qu'on atteignait, disaient les mauvaises langues, qu'en descente et partant sec. Comment la marque aux losanges, cette entreprise qui employait des dizaines de milliers de personnes et qui incarnait la fierté industrielle de la nation, a-t-elle pu accoucher d'un tel désastre ? Pour comprendre cette débâcle, il faut remonter quelques années en arrière, à la source de la rage qui rongeait les dirigeants de la régie. Cette rage avait un nom, et ce nom faisait grincer des dents dans chaque couloir de l'usine de Billancourt. Elle s'appelait la Citroën 2 chevaux. Le grand rival, l'ennemi juré, celui qu'on n'osait presque plus nommer à voix haute, avait réussi un coup de maître que personne n'avait vu venir. Ce petit vilain canard de tôle ondulée, cette guimbarde que les journalistes avaient d'abord tournée en ridicule lors de sa présentation, était en train de devenir un phénomène de société. Les paysans l'adoraient parce qu'elle traversait les champs labourés sans broncher. Les médecins de campagne s'en servaient pour affronter les chemins boueux. Les jeunes couples y voyaient leur première liberté motorisée. La 2 chevaux, avec sa suspension géniale et son moteur bicylindre têtu comme une mule, avait conquis la France profonde, celle des villages, des marchés et des routes départementales défoncées. Et cela, à Billancourt, on ne le supportait plus. Car voyez-vous, Renault se considérait comme le numéro 1, le champion national, celui qui devait dicter la mode et non la subir. Voir Citroën, ce concurrent qu'on jugeait un peu bohème avec ses ingénieurs artistes et ses idées farfelues, rafler le marché populaire, c'était une gifle. Une gifle d'autant plus cuisante que Renault, à cette époque, restait prisonnier d'un dogme technique presque religieux. Depuis la 4 chevaux lancée en 1947, cette petite berline arrondie qui avait sauvé la marque au sortir de la guerre, la régie jurait par une seule et unique philosophie: le moteur à l'arrière. Tout à l'arrière. C'était devenu une doctrine, une manière de penser, presque une identité. On concevait, on dessinait, on fabriquait autour de cette certitude que le moteur devait vivre derrière les passagers. Mais pendant que Renault caressait ses vieilles habitudes, le monde changeait. La France des années 60 entrait de plein pied dans ce qu'on appellera plus tard les 30 glorieuses, cette période de croissance folle où tout semblait possible, où le pouvoir d'achat grimpait, où les familles rêvaient enfin de posséder leur propre voiture. Le marché de la petite automobile populaire devenait le terrain de la plus féroce des batailles. Celui qui dominerait ce segment dominerait la France roulante tout entière. Et Renault, humilié par le succès insolent de la 2 chevaux, décida de contre-attaquer avec une violence stratégique inédite. Le patron de la régie voulait une réponse, une vraie, une machine capable de terrasser Citroën sur son propre terrain. Il fallait une voiture pratique, avec une grande plateforme de chargement, un haillon arrière commode pour glisser bagages, cajots de légumes ou meubles. Quelque chose qui parlerait directement aux commerçants, à l'agriculteur, à l'ouvrier. Et pour concevoir cette arme, les ingénieurs de Billancourt allaient devoir commettre l'impensable. Trahir la doctrine sacrée, renier des années de conviction technique. Ils allaient devoir mettre le moteur à l'avant. Vous imaginez le séisme intérieur ? Après avoir juré fidélité au tout à l'arrière pendant plus d'une décennie, la marque s'apprêtait à faire volte-face, à embrasser la traction avant que Citroën, justement, maîtrisait depuis les années 30 avec sa fameuse traction. C'était avouer, en quelque sorte, que le rival avait eu raison sur un point fondamental. Cette révolution culturelle interne, cette remise en question déchirante, allait donner naissance à toute une famille d'automobiles. Le projet grandissait, se ramifiait, et les stratèges de la régie eurent une idée qui paraissait brillante sur le papier. Plutôt que de lancer une seule voiture,
Pourquoi ne pas en présenter plusieurs d'un coup, échelonnés par le prix et la puissance, afin de couvrir tout le spectre du marché populaire? En bas de la gamme, une version ultra économique pour écraser la 2 chevaux par le prix. Au milieu, une version un peu mieux née. Et c'est ainsi que germa l'idée de cette voiture maudite, celle qui allait porter le numéro 3, celle qui devait être la plus accessible de toutes, l'attaquante en première ligne, le bélier lancé contre les portes de la citadelle Citroën. Personne, à cet instant précis, ne se doutait que cette version économique, ce fer de lance de la reconquête, allait devenir la plus grande honte de la marque aux losanges. Personne n'imaginait que la logique implacable qui présidait à sa conception, cette obsession de réduire les coûts jusqu'à l'os pour gagner quelques francs sur le prix affiché, allait la transformer non pas en tueuse de Citroën, mais en objet de pitié. Car dans leur volonté farouche de faire la voiture la moins chère possible, les ingénieurs de Billancourt s'apprêtaient à franchir une ligne dangereuse, celle au-delà de laquelle une automobile cesse d'être un rêve accessible pour devenir un symbole de dénuement. Et le public français, même le plus modeste, même celui qui comptait chaque centime, avait sa fierté. L'été 1961 fut le théâtre d'une opération de communication comme la régie n'en avait jamais monté. Entre les mois de juin et d'août, la marque aux losanges convoqua la presse automobile et dévoila d'un seul geste, non pas une, non pas deux, mais 3 automobiles jumelles, sorties du même moule, partageant la même silhouette carrée et fonctionnelle. 3 sœurs nées le même jour, avec le même visage, mais dont le destin allait diverger de la manière la plus cruelle qui soit. Les journalistes présents ce jour-là ne pouvaient pas le deviner, mais ils assistaient au lancement simultané d'un futur triomphe mondial et d'un fiasco retentissant, côte à côte, sous le même toit, portant presque le même nom. Comment distinguait-on ces triplés? La réponse tient dans une subtilité bien française, une logique administrative que seul notre pays pouvait ériger en principe commercial. On les baptisa selon leur puissance fiscale, cette invention du fisc hexagonal qui classait les voitures non pas selon leur vraie force, mais selon une formule savante servant à calculer l'impôt. Ainsi naquit la 4 chevaux fiscaux, celle du milieu, équipée du moteur hérité de la vieille berline d'après-guerre, un bloc de 747 cm3 développant 26 chevaux et demi. À ses côtés se tenait sa variante mieux habillée, dotée de 6 fenêtres au lieu de 4 et d'une finition plus soignée, la même mécanique mais une allure moins austère, un peu plus de dignité dans la carrosserie. Et puis il y avait la 3e, la cadette, celle par qui le scandale allait arriver. Pour la faire entrer dans la catégorie inférieure des 3 chevaux fiscaux et donc lui offrir l'avantage d'un impôt plus léger, les ingénieurs firent une chose qui relève presque de la mutilation volontaire. Ils prirent le moteur et le rabotèrent, le réduisirent, l'amputèrent, jusqu'à ne lui laisser que 603 cm3 de cylindrée. 22 chevaux et demi, pas un de plus. Une boîte à 3 rapports seulement, quand la logique du progrès appelait déjà des boîtes plus généreuses. Le résultat de cette chirurgie? Une vitesse maximale qui plafonnait aux alentours de 90 km/h, et encore, à condition que la route fût plate ou, mieux encore, légèrement descendante. N'est-ce pas là le symbole le plus éloquent d'une automobile conçue non pas pour rouler, mais pour coûter le moins cher possible? Il faut s'arrêter un instant sur cette philosophie, car elle est le cœur battant de toute cette affaire. Les stratèges de Billancourt étaient persuadés de tenir un raisonnement imparable. Leur idée maîtresse, celle qui gouvernait chaque décision, consistait à placer la cadette en dessous de la 2 chevaux sur l'étiquette de prix. Frapper l'ennemi là où il se croyait intouchable, c'est-à-dire sur le terrain du bon marché absolu. La régie misait tout, absolument tout, sur cette version dépouillée à l'extrême, ce modèle de base qui devait devenir le cheval de bataille de la reconquête populaire. Pendant ce temps, la sœur du milieu était pensée comme le haut du panier, la variante plus cossue, celle qu'on achèterait si l'on avait quelques francs de plus à mettre. Voyez-vous l'ironie qui se prépare? Les dirigeants avaient tout misé sur la moins chère, convaincus que le peuple de France se jetterait sur l'aubaine. Mais quelle époque, mes amis, quelle époque extraordinaire pour lancer pareil pari.
La France de ce début des années 60 n'était plus tout à fait celle de l'immédiate après-guerre, celle des privations et des tickets de rationnement. Les salaires montaient, les usines tournaient à plein régime, et surtout, quelque chose de nouveau germait dans le cœur des Français modestes. Ils ne voulaient plus seulement se déplacer, ils voulaient posséder un objet dont ils pourraient être fiers devant le voisin. La voiture n'était plus un simple outil, elle devenait un marqueur social, la preuve tangible qu'on s'en sortait, qu'on montait dans l'échelle de la société. Et c'est précisément ce basculement culturel, cette montée de l'orgueil populaire, que les comptables de Billancourt, tout à leur calcul de centimes, avaient complètement négligé d'anticiper. Car en observant ces trois sœurs alignées devant les photographes, une question dérangeante finissait par s'imposer. Qui donc, dans cette France en pleine ascension, rêvant de confort et de reconnaissance, allait choisir délibérément la plus pauvre, la plus lente, la plus triste des trois, alors que sa jumelle légèrement supérieure se tenait juste à côté, à portée de main, à peine plus onéreuse. Les ingénieurs, aveuglés par leur obsession du prix plancher, n'avaient pas vu le piège qui tendait à leur propre création. Ils avaient raisonné en techniciens, en gestionnaires soucieux de rogner chaque dépense, sans jamais se demander ce qui se passait dans la tête d'un ouvrier ou d'un petit commerçant au moment de signer le bon de commande. Il y a quelque chose de profondément touchant, presque de tragique dans cet aveuglement. La Régie nationale, forte de sa puissance, gonflée de sa fierté retrouvée, s'était lancée dans cette bataille avec la certitude arrogante de celui qui croit connaître son public mieux que le public ne se connaît lui-même. Elle avait décidé que les gens modestes voulaient avant tout du pas cher, du minimaliste, du fonctionnel sans fioriture. Elle s'était trompée sur toute la ligne. Et cette erreur de jugement, cette méconnaissance profonde des désirs réels de la clientèle populaire, allait se payer au prix fort. Le mépris, même involontaire, même déguisé en générosité tarifaire, se paie toujours cash dans le commerce. Ce qui rend cette histoire si savoureuse, c'est que Renault détenait pourtant, dans cette même famille de triplés, la solution à son problème. La bonne réponse se trouvait là, juste à côté de la mauvaise, dans le même hall d'exposition. Il suffisait de tendre la main vers la sœur légèrement mieux née pour comprendre où allait pencher le cœur des Français. Mais les décideurs, obnubilés par leur guerre des prix contre la 2 chevaux, regardaient dans la mauvaise direction. Ils fixaient l'ennemi extérieur sans se rendre compte que le véritable arbitre de cette bataille n'était ni le fisc, ni le concurrent, ni même le prix affiché, mais bien ce sentiment impalpable et pourtant si puissant qu'on appelle la dignité de l'acheteur. Et cette dignité, dans les mois qui allaient suivre, s'apprêtait à rendre son verdict sans appel. Penchons-nous maintenant sur la carrosserie elle-même, sur cette enveloppe de tôle qui allait sceller le sort de la cadette maudite. Car c'est dans les détails les plus infimes que se joua sa disgrâce. Prenons d'abord la question de la couleur, qui, à elle seule, résume tout le drame. Là où n'importe quel acheteur aime choisir, hésiter, se projeter en imaginant sa future automobile dans telle ou telle teinte, la cadette n'offrait rien. Aucun choix, aucune liberté, aucune fantaisie. Une seule et unique couleur imposée d'autorité, un gris. La première année, ce fut le gris baptisé pyramide, et la seconde année, on passa au gris nommé templier, comme si changer la nuance de morosité pouvait racheter la tristesse de l'ensemble. 2 gris pour toute une carrière commerciale. Peut-on imaginer proposition plus déprimante à un peuple qui commençait justement à rêver de couleurs, de vie, de gaieté dans ses objets du quotidien? Mais la couleur n'était que la partie visible d'un dépouillement bien plus profond, presque méthodique dans sa cruauté. Regardez la face avant de cette voiture, et vous chercherez en vain la moindre calandre, cette grille décorative qui donne un visage à une automobile, qui lui confère une personnalité, un regard. Sur la cadette, rien, un néant. On avait purement et simplement supprimé l'habillage du radiateur, laissant l'avant nu, aveugle, sans expression, comme un visage privé de traits. Et que dire des enjoliveurs, ces couvre-roues chromés qui apportaient à n'importe quelle guimbarde un soupçon d'élégance, une petite touche de brillant qui accrochait la lumière. Envolés eux aussi, jugés superflus, rayés de la liste par les comptables impitoyables de Billancourt. Les roues restaient donc brutes, industrielles, sans le moindre ornement. Poursuivons ce triste inventaire,
car chaque élément retranché ajoute une pierre à l'édifice de la misère. Les pare-chocs, ces protections qui ceinturent l'avant et l'arrière d'une voiture, n'échappèrent pas au rabotage général. Fini le métal chromé qui scintille, place à de simples tubes peints, des barres cylindriques badigeonnées à l'économie qui semblaient tout droit sorties d'un atelier de plomberie plutôt que d'une usine automobile de prestige. À l'intérieur, le spectacle du dénuement atteignait des sommets qui forcent presque l'admiration, tant l'exercice de suppression avait été poussé loin. Le tableau de bord se réduisait à sa plus simple expression, avec le strict minimum d'instruments, juste de quoi savoir conrouler, sans une once de superflu. Et les sièges, parlons-en, car ils constituent peut-être le symbole le plus parlant de toute cette affaire. Oubliez les banquettes moelleuses, les assises rembourrées où le corps s'enfonce avec délice. Ici, on avait conçu des sièges faits d'un cadre tubulaire, une simple structure de tube métallique sur laquelle on avait tendu une toile. Une toile tendue sur des tubes, voilà sur quoi le conducteur et ses passagers devaient poser leur postérieur. N'est-ce pas exactement le principe qui avait fait, quelques années plus tôt, le charme rustique et assumé de la 2 chevaux ? Voilà le comble de l'ironie, le nœud tragique de cette histoire. En voulant battre Citroën sur le terrain du minimalisme, Renault n'avait réussi qu'à singer les partis pris de son rival, mais sans en capter l'esprit, sans en saisir le génie. Car c'est là que réside toute la différence, et c'est une leçon que Billancourt aurait dû méditer bien plus attentivement. Le vilain canard de tôle ondulé de chez Citroën assumait sa simplicité avec panache, la revendiquait presque comme une philosophie, comme un art de vivre décomplexé. Sa rusticité faisait partie de son charme, de son identité profonde, de son intelligence même. Elle disait au monde « Je suis pauvre en apparence, mais je suis maligne, débrouillarde, sympathique et attachante. » La cadette de Renault, elle, ne dégageait rien de tel. Son dépouillement ne racontait aucune histoire séduisante, ne portait aucune vision. Il n'exprimait qu'une chose, froide et déprimante. On a voulu que tu coûtes le moins cher possible, alors on t'a tout enlevé. La différence entre les deux, c'est la différence entre la pauvreté choisie avec fierté et la pauvreté subie avec honte. Comment ne pas voir dans cet acharnement à retrancher, à supprimer, à amputer, une forme d'aveuglement industriel presque suicidaire. Chaque décision prise isolément pouvait sembler raisonnable au regard d'un tableau de coûts. Économiser sur la peinture en n'offrant qu'une teinte, gagner quelques francs en supprimant la calandre, réduire la facture en bannissant les enjoliveurs, alléger le budget avec des pare-chocs en tube. Additionnées les unes aux autres, cependant, ces petites économies composaient un portrait accablant, celui d'une automobile qui semblait faite pour humilier son propriétaire plutôt que pour le servir. Qui donc aurait envie de garer devant chez lui, sous les yeux des voisins, une voiture qui proclamait ainsi, par chaque détail manquant, la modestie extrême de son acquéreur? Il faut bien comprendre la psychologie de l'acheteur de cette époque pour mesurer l'ampleur de la bévue. Un ouvrier qui économisait sou après sou pour s'offrir sa première automobile ne cherchait pas seulement un moyen de transport. Il cherchait une petite victoire personnelle, un symbole de son ascension, un objet capable de lui procurer un peu de cette fierté qu'il n'avait peut-être pas toujours au travail. Lui proposer cette carcasse grise et nue, c'était lui dire en creux qu'il ne méritait rien de mieux, qu'il n'avait droit qu'au strict minimum vital de la mobilité. Et cela, aucun homme fier, aucune famille soucieuse de son image ne pouvait l'accepter de gaieté de cœur. On touche ici à une vérité que les meilleurs vendeurs connaissent d'instinct et que les meilleurs comptables ignorent superbement. On n'achète jamais uniquement un produit, on achète l'idée qu'on se fait de soi-même en le possédant. Ainsi, chaque coup de rabot des ingénieurs, chaque ligne barrée dans le cahier des charges pour grappiller quelques francs, éloignait un peu plus la cadette du succès qu'on lui promettait. Ce qui devait être son atout majeur, son prix imbattable obtenu à force de sacrifices, se muait insidieusement en son plus terrible handicap. La machine que Billancourt avait voulu économique jusqu'à l'os était devenue, sans que personne ne l'ait vraiment décidé, la voiture la plus démoralisante qu'on ait jamais osé présenter à la clientèle française. Restait à savoir, maintenant que le piège était tendu,
comment le marché allait réagir face à ce choix impossible entre la misère affichée et la dignité à peine plus coûteuse. Le verdict du marché. Ce juge implacable qui ne connaît ni la pitié ni les plans sur la comète tomba avec une rapidité qui prit Billancourt de court. Car voici l'élément qui transforme cette mésaventure en cas d'école, l'ingrédient qui fait basculer le récit du simple ratage vers la catastrophe stratégique intégrale. Toute la logique de la régie reposait sur un postulat, un seul, qu'on croyait gravé dans le marbre. La cadette serait tellement moins chère que ses sœurs et que la concurrence qu'elle balayerait tout sur son passage. Le prix plancher devait justifier à lui seul tous les sacrifices consentis, toutes les amputations, toute cette laideur fonctionnelle. Sans un écart de prix considérable, l'équation entière s'effondrait. Or, que découvrit-on lorsque les étiquettes furent enfin affichées dans les concessions ? On découvrit l'impensable, l'erreur si grossière qu'elle en devient presque comique avec le recul du temps. La cadette la plus dépouillée s'affichait aux environs de 4800 francs. Et sa sœur du milieu, celle qui possédait un moteur nettement plus vaillant, celle dont l'allure était moins misérable, celle qui offrait un semblant de dignité à son propriétaire, réclamait à peine 4950 francs. Vous avez bien entendu ce gouffre abyssal qui séparait les deux propositions. 150 francs, une misère. Une somme dérisoire, presque insultante tant elle était faible au regard de tout ce qu'elle permettait de gagner en confort, en puissance et en fierté. Voilà l'iceberg contre lequel le paquebot de la stratégie Renault vint se fracasser en silence. Mettez-vous un instant à la place de l'acheteur qui franchissait le seuil de la concession en ce début des années 60. Devant lui, deux voitures presque identiques de silhouette, nées du même moule, mais séparées par un abîme de dignité et par un fossé ridicule de prix. D'un côté, la carcasse grise, nue, poussive, avec son moteur rachitique de 603 cm3 et sa boîte à 3 rapports. De l'autre, pour le prix de quelques paquets de cigarettes supplémentaires étalés sur la durée d'un crédit, une automobile aux 747 cm3 plus généreux, mieux finie, moins honteuse à garer devant sa maison. Quel homme sensé, quel père de famille soucieux de bien faire aurait choisi la punition quand ta récompense se trouvait juste à côté pour 3 fois rien? La réponse s'imposait avec une évidence aveuglante. Personne, ou presque. C'est ainsi que se produisit le grand renversement, le retournement le plus savoureux de toute cette affaire. La stratégie des versions multiples, ce plan si brillant sur le papier des bureaux d'études, se retourna intégralement contre son auteur. Rappelez-vous l'intention initiale de Billancourt. La cadette économique devait être la vedette, le fer de lance, le gros des ventes, tandis que la sœur du milieu jouerait les seconds rôles réservés à une clientèle un peu plus aisée. C'est exactement l'inverse qui advint. Le public bouda la moins chère et se rua sur celle qu'on avait imaginée comme le haut de gamme accessible. La voiture pensée comme un simple complément de gamme devint le triomphe et celle sur laquelle on avait tout misé sombra dans l'indifférence générale. N'y a-t-il pas là une leçon d'humilité magistrale pour tous ceux qui croient pouvoir dicter aux consommateurs ses propres désirs ? Ce que Billancourt avait fondamentalement échoué à comprendre, c'est qu'un écart de prix pour être décisif doit être spectaculaire, brutal, incontestable. Une différence de 150 francs ne créait aucune frontière psychologique nette entre les deux modèles. Elle ne divisait pas le marché en deux clientèles distinctes, elle mettait simplement en concurrence directe deux voitures dont l'une écrasait l'autre par tous les bouts. Pour que la version dépouillée eût une chance, il aurait fallu qu'elle coûtât vraiment beaucoup moins cher, qu'elle offrît une économie si franche qu'elle en devint irrésistible malgré sa laideur. Mais en rabotant le moteur, en supprimant les ornements, en imposant le gris unique, les ingénieurs n'avaient réussi qu'à grignoter une poignée de francs, insuffisante pour convaincre qui que ce soit de renoncer à sa dignité. Et pendant que la cadette agonisait dans l'indifférence des concessions, sa sœur mieux née, dans sa version la plus soignée à 6 fenêtres, s'envolait vers un succès que personne n'avait osé prédire à cette échelle. Le marché avait tranché avec une clarté qui ne souffrait aucune contestation. Les Français voulaient bien d'une petite voiture pratique, moderne, avec son haillon commode et sa traction avant nouvelle pour la marque, mais ils la voulaient avec un minimum de tenue, un soupçon d'amour-propre. Ils étaient prêts à payer ce supplément dérisoire pour ne pas rouler dans une machine qui ressemblait à un aveu de pauvreté.
Comment blâmer ce choix si profondément humain, si compréhensible, si conforme à cette soif de mieux vivre qui traversait le pays tout entier? Il y a dans cet épisode quelque chose qui dépasse la simple anecdote industrielle et qui touche à une vérité universelle du commerce et de la nature humaine. Renault, dans son obsession de gagner la guerre des prix contre son rival de toujours, avait perdu de vue l'essentiel. On ne vend pas de la privation à des gens qui aspirent justement à en sortir. La régie s'était trompée de combat. Elle croyait affronter Citroën sur le terrain du moins-disant, alors que la vraie bataille se jouait sur le terrain du désir, de l'aspiration sociale, de l'estime de soi. En voulant faire la voiture la plus pauvre du marché, elle avait oublié que même les plus modestes des acheteurs français refusaient obstinément qu'on leur rappelât leur modestie à chaque coup d'œil dans le rétroviseur. Le plus cruel dans ce fiasco, c'est que la marque tenait la martingale sans même s'en apercevoir. Le succès était là, à portée de main, incarné par cette sœur qui cartonnait, et il suffisait de le laisser prospérer. La cadette maudite, elle, n'avait plus qu'à disparaître, emportée par le tsunami de sa propre jumelle. Les dirigeants, qui avaient tant misé sur elle, durent se rendre à l'évidence, avec cette amertume particulière que ressent celui qui a eu tort sur toute la ligne. Ils avaient conçu un piège pour Citroën et n'y avaient attrapé qu'eux-mêmes. Restait à savoir combien de temps Billancourt allait s'entêter à défendre cette erreur ambulante, cette voiture invendable, avant de reconnaître publiquement l'échec et de solder les comptes de la plus triste aventure commerciale de son histoire. Face à ce désastre commercial, la régie ne s'entêta pas. Et c'est peut-être là, dans cette capacité à reconnaître sa défaite avec une rapidité chirurgicale, que Billancourt montra sa seule véritable intelligence dans toute cette affaire. Devant le triomphe foudroyant de la sœur mieux-née, devant l'engouement populaire qui grandissait de mois en mois pour la version soignée, les dirigeants comprirent qu'il était vain, ridicule même, de s'accrocher à leur créature grise et invendable. À quoi bon défendre une automobile que le pays entier avait rejetée quand la solution triomphait juste à côté dans le même catalogue? La marque prit donc la décision qui s'imposait, celle de sacrifier sa cadette sur l'autel du réalisme. Dès 1962, à peine plus d'un an après sa présentation en grande pompe à la presse, la production fut purement et simplement arrêtée. Le bilan de cette éphémère carrière tient dans un chiffre qui donne le vertige tant il est ridicule. 2571 exemplaires. C'est tout. C'est l'intégralité de ce que cette voiture, censée conquérir la France populaire et terrasser le rival de toujours, parvint à écouler avant qu'on ne débranchât définitivement les machines. Songez à l'abîme qui sépare l'ambition initiale de ce résultat pathétique. On avait rêvé de raz-de-marée, on récolta une flaque. On avait promis une armée, on aligna une poignée de soldats perdus. Rarement dans l'histoire de l'automobile française, un projet lancé avec tant de moyens, tant de calculs et tant de certitudes aura accouché d'un fiasco d'une telle ampleur, d'une disproportion aussi vertigineuse entre l'intention et la réalité. Mais voici où l'histoire prend un tour que personne, en 1962, n'aurait pu imaginer. Et c'est ce retournement final qui donne tout son sel à cette aventure. Car la mort de la cadette ne fut pas une fin en soi, elle fut un accouchement. En s'effaçant, en libérant le terrain, la ratée avait involontairement dégagé la route pour sa sœur. Et cette sœur, cette version à 4 chevaux fiscaux qu'on avait d'abord imaginée comme un simple complément, allait connaître une destinée absolument phénoménale, l'une des plus glorieuses de toute l'industrie automobile mondiale. Là où la cadette s'était vendue à quelques milliers d'unités misérables, l'aînée triomphante allait être écoulée à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde entier, sur plus de 30 années de carrière. 8 millions contre 2571. Mesurez-vous l'écart proprement stupéfiant entre les deux jumelles. N'y a-t-il pas là une forme de justice poétique presque cruelle? La voiture sur laquelle Billancourt avait tout parié fut celle qui coula corps et biens, tandis que celle qu'on avait reléguée au rang de figurante devint la star planétaire, l'une des automobiles les plus produites de l'histoire, un symbole roulant de tout un pays. Le destin adore ces pieds de nez, ces renversements où le favori s'effondre et où l'outsider triomphe.
Et il y a une leçon magistrale dissimulée dans cette bascule. Parfois, ce sont nos plus retentissants échecs qui préparent le terrain de nos plus éclatantes victoires. Sans le sacrifice de la ratée, sans cette expérience douloureuse du rejet populaire, la marque aurait-elle aussi clairement compris ce que voulait vraiment le peuple de France? Car au-delà des chiffres, au-delà du contraste vertigineux entre le fiasco et le triomphe, c'est bien une révolution culturelle profonde qui venait de s'accomplir à Billancourt. Souvenez-vous du dogme sacré, cette religion du moteur à l'arrière qui gouvernait la marque depuis l'immédiat après-guerre. Avec cette famille de voitures à traction avant et à moteur placé à l'avant, la régie avait définitivement tourné la page. Elle avait renié ses vieilles convictions, embrassé la modernité technique et découvert par la même occasion une nouvelle manière de concevoir l'automobile populaire. La cadette maudite, dans son échec même, avait été le laboratoire involontaire de cette mutation. Elle avait servi de repoussoir, d'exemple à ne pas suivre, de leçon vivante sur ce que le public refusait catégoriquement d'acheter. Et le rival de toujours, celui dont le succès insolent avait déclenché toute cette histoire, le vilain canard de tôle ondulée continua sa route imperturbable, mais la petite Citroën à 2 cylindres avait désormais face à elle un adversaire autrement plus redoutable que la pauvre cadette grise. La 4 chevaux victorieuse s'imposa comme la véritable réponse à la 2 chevaux, non pas en l'écrasant par le prix comme on l'avait bêtement imaginé au départ, mais en offrant aux Français exactement ce qu'ils cherchaient, du pratique, du moderne, du fiable, avec juste ce qu'il fallait de tenue pour ne pas avoir honte. La guerre entre les deux géants nationaux allait durer des décennies, et de cet affrontement titanesque naîtraient certaines des automobiles les plus aimées que notre pays ait jamais produites. La ratée, elle, n'aura été qu'une escarmouche perdue au début d'une longue bataille, un faux pas vite corrigé. Que reste-t-il au fond de cette étrange aventure ? L'histoire d'une marque puissante et sûre d'elle qui, en voulant à tout prix faire l'automobile la moins chère, oublia que même les plus modestes des acheteurs possèdent une fierté qu'aucune économie de bout de chandelle ne saurait acheter. L'histoire d'un calcul comptable poussé si loin qu'il en devint absurde, produisant une voiture que personne ne voulut, pas même ceux qu'elle était censée servir. Et surtout, l'histoire magnifiquement ironique d'un échec fondateur, d'une chute qui prépara une ascension, d'une sœur sacrifiée dont la disparition permit à l'autre de conquérir le monde. Voilà comment la plus triste des Renault, celle que même les pauvres refusèrent, entra dans la légende par la petite porte, non pas pour ce qu'elle fut, mais pour ce qu'elle rendit possible. Voilà, mes amis, toute la vérité sur cette automobile fascinante par son échec même. Si cette histoire vous a plu, si vous avez aimé plonger avec moi dans les coulisses de ce fiasco légendaire de notre industrie nationale, faites-le moi savoir. Laissez un pouce levé pour soutenir la chaîne, cela m'aide énormément à continuer ce travail. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place des dirigeants de Billancourt, et racontez-moi si l'un de vos proches a possédé l'une de ces voitures oubliées. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires de ces automobiles françaises qui ont marqué, pour le meilleur et pour le pire, l'histoire de notre pays. À très bientôt pour un nouveau récit.